En 2025, en France, on se fait donc encore la belle en sciant les barreaux de sa cellule et en se faisant une corde avec des draps. Oui, ça s'est vraiment passé comme ça hier au petit matin à la prison d'arrêt de Dijon. Une évasion qui aura donc finalement duré à peine 24 heures pour l'un des deux fugitifs qui a été retrouvé ce matin. Vous venez de l'entendre dans le département voisin de Saône-et-Loire. Mais une question reste et restera, déjà parce que l'un d'entre eux est toujours dans la nature. Comment expliquer que ces deux hommes se soient évadés avec une telle facilité? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre façon d'appréhender le problème? On en parle avec nos invités. Valérie Mousseyev, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la première femme à diriger le centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe. Vous avez 20 ans d'expérience dans ce secteur. Vous allez donc être très précieuse pour nous aider à comprendre ce qui se déroule dans les prisons françaises. Vous êtes aussi secrétaire national FO, direction, c'est le syndicat majoritaire des directeurs des services pénitentiaires. On est également à distance avec Romain Bernier. Bonjour. Vous êtes secrétaire local UFA-PUNSA Justice au centre pénitentiaire de Dijon, où ces deux évasions ont eu lieu et où l'un des deux évadés va bientôt rentrer d'ailleurs. On vient vers vous dans un instant. Et puis on est également avec Florian Gérard-Mercier. Bonjour. Vous êtes cofondateur du groupe de réflexion Le Millénaire. On discute de tout ça juste après ce rappel des faits, cette évasion rocambolesque. Il est signé Nathalie Pérez. Oui. C'est l'une des plus vieilles maisons d'arrêt de France, située en plein cœur de Dijon. Les surveillants découvrent stupéfaits que deux détenus placés au quartier disciplinaire se sont fait la belle. Ici, les cellules sont dotées de barreaux doublés d'un grillage, mais ça ne les a pas empêchés de les découper avec une lame de scie à métaux. Ils ont ensuite traversé la coursive, escaladé un mur pour rejoindre le toit d'un bâtiment administratif et redescendre de l'autre côté à l'aide de leurs draps qu'ils avaient noués en corde. Puis ils traversent la cour et franchissent la porte réservée au personnel, ouverte jour et nuit et sans surveillance particulière. Une évasion rocambolesque, mais selon les surveillants, sans doute bien préparée par ces deux hommes qui s'étaient liés d'amitié en prison. Il y en a un qui était un habitué du quartier disciplinaire, puisqu'on trouvait souvent des objets interdits sur lui, donc il était sanctionné régulièrement. Et le second avait été mis hier, et on se pose la question de savoir si effectivement il n'avait pas fait préméditer son coup pour être placé justement à cet endroit-là pour pouvoir être aidé par le deuxième. L'un est âgé de 32 ans en détention préventive pour une affaire de violence conjugale. L'autre a 19 ans également en attente de son procès pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs sur fond de narcotrafic. Des faits commis à Montbéliard en octobre 2024. C'est un jeune majeur qui a été déjà très lourdement condamné à 10 reprises très exactement et qui a vécu une bonne partie déjà de sa jeune vie d'adulte dans le giron de la délinquance et de la criminalité organisée. Donc il présente de par ce fait nécessairement un certain degré de dangerosité. Selon les surveillants, les deux détenus se seraient fait livrer leur lame de scie par un drone comme celui-ci. Les enquêteurs n'ont rien retrouvé dans leur cellule, à part un petit mot laissé par l'un d'eux. Je vous confirme, un mot a bien été laissé effectivement par l'un des évadés. Qu'est-ce qu'il dit dans son mot ? Je m'en vais, je fuis, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, au revoir. La maison d'arrêt de Dijon, datant du XVIIIe siècle et jugée vétuste, va faire l'objet d'importants travaux de rénovation et de sécurisation. Avant de vous entendre, Valérie Mousseyev, on va se tourner vers Dijon, vers vous, Romain Bernier. Vous êtes secrétaire général, UFA-PUNSA et non pas local. Sait-on lequel des deux a été retrouvé ? C'est le plus dangereux de ces deux fugitifs qui seraient encore en liberté, c'est bien ça ? Non, c'est l'autre. Mais bon, j'ai envie de vous dire, aux yeux des victimes, qu'importe le niveau de dangerosité, je pense qu'elles seront bien évidemment soulagées de savoir qu'il va être remis sous main de justice. C'est le plus âgé, le plus jeune. Est-ce que vous pouvez nous détailler le profil de la personne arrêtée ce matin à la terrasse d'un café ? On le rappelle, il y a quand même une forme de décontraction dans cette affaire qui laisse un peu pantois. C'est une personne qui était incarcérée pour des faits de violence familiale, mais pas que, et qui a déjà été auteur d'agressions sur personnel également lors de son incarcération. Donc pas un enfant de cœur, bien évidemment. Il est déjà de retour derrière vous dans cette prison de Dijon ? Non, pas encore.
Ouais. Comment ça se passe à partir de maintenant? Il y a une garde à vue? Il est entendu par la police? Bah écoutez, là, il va falloir laisser les forces de police faire leur travail. Je pense qu'effectivement, c'est eux qui vont le prendre en charge et qui vont faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il reviendra sous la main de l'administration pénitentiaire et rendra des comptes aux magistrats. On vient d'entendre dans le sujet, Romain Bernier, que c'est par une porte ouverte jour et nuit que ces deux fugitifs se sont évadés. Elle ressemble même un peu à celle qu'on voit derrière vous. Est-ce que vous nous confirmez que c'est le cas? Est-ce qu'il y avait bien une faille de sécurité béante dans votre prison de Dijon? Alors non, je ne vais pas confirmer cette information. En fait, la façon dont les deux personnes détenues se sont évadées, alors, bien évidemment, il y a eu des détails qui ont été donnés par rapport au fait qu'ils soient sortis de leur cellule et qu'ils aient accédé jusqu'aux abords de l'établissement. Par contre, c'est pas une porte qui est ouverte jour et nuit, c'est un porche qui est fermé la nuit par sécurité. Mais qui est ouvert le matin à partir d'une certaine heure pour permettre les différents mouvements des véhicules qui rentrent et des services qui prennent leur fonction tôt. Et en fait, ils étaient dissimulés derrière un muret pas loin et ont profité d'un moment où il y avait personne pour y partir. Mais ça n'est pas une faille de sécurité en elle-même, bien qu'effectivement, c'est une partie du domaine qui nécessiterait des travaux de sécurisation. Est-ce que vous savez, Romain Bernier, pour en finir sur ces questions un peu précises, est-ce que vous savez si alors vous dites que c'est pas une faille, on va dire si cette possibilité d'évasion avait déjà été identifiée, signalée à la direction de l'établissement et notamment, pourquoi pas, par votre syndicat? Écoutez, on va toucher là un point important en fait, c'est que les structures pénitentiaires comme celle de la maison d'arrêt de Dijon et à l'image d'autres ont des carences sécuritaires du fait de l'âge, de la vétusté et aussi de l'évolution de la population pénale qu'on garde et des moyens qu'ils ont. Notamment, vous parliez des drones. Donc, si vous voulez, tout est toujours améliorable. Mais le problème, et notamment quand on parle du plan du garde des Sceaux avec l'investissement des 6 millions à venir, puisque c'est aussi dans la thématique actuelle, le problème, c'est qu'on a pris tellement de retard sur la sécurisation des structures et l'entretien du parc pénitentiaire que la sécurisation complète du domaine national a été chiffrée à plus d'1 milliard d'euros. Donc, vous imaginez bien qu'avec le retard qu'on a pris, un investissement de 6 millions, ça, c'est un cataplasme sur une jambe de bois. Voilà. C'est les pouvoirs publics, la chancellerie doit prendre conscience qu'il y a des investissements massifs à faire pour remettre le parc en état, pour resécuriser, le rendre étanche, imperméable. Et on ne va pas se contenter de ça, puisqu'effectivement, il y a aussi une question qui se pose sur le profil des détenus qu'on garde, notamment à Dijon. Pour par exemple le Fuyard qui est affilié au grand banditisme. Voilà, la question c'est aussi de savoir est-ce qu'un détenu qui a ce profil a sa place dans un établissement comme celui-là. C'est d'ailleurs une revendication de notre organisation syndicale, c'est qu'on change un peu de paradigme au niveau national et qu'on crée des établissements spécialisés, adaptés à la gestion de certains profils, avec les mesures afférentes. Ce qui est en train d'être fait avec les prisons de haute sécurité. Vous restez avec nous, hein, bien évidemment, Romain Bernier. On aura d'autres questions pour vous. Valérie Mossieff, je me tourne vers vous. Je signale d'ailleurs la sortie de votre ouvrage. La prison comme horizon, une directrice de prison se confie. C'est aux éditions Mareuil. Et c'est ce qui nous vaut aussi votre présence parmi nous, puisque vous êtes habituellement en Guadeloupe, dans votre établissement pénitentiaire de la BMAO. Est-ce que vous êtes surprise de ce qui s'est passé ou au contraire de ce que vous avez vu dans les prisons que vous avez dirigées? Pas du tout, c'était écrit que ça allait se produire. Là où c'est pas nouveau, c'est que toute l'histoire des prisons, ce sont des histoires d'évasion. Enfin, il n'y a pas une année où il n'y a pas eu d'évasion dans les prisons, y compris dans les prisons les plus récentes ou les plus modernes, parce que c'est l'histoire des prisons. Après, sur ce qui est produit, c'est la première fois cette année où il y a eu une évasion en sciant les barreaux. C'était le cas aussi l'année dernière, je crois qu'il y a eu un seul exemple de ce type. Donc nous, en prison, on se prépare quand même toujours au pire. Et donc, en fait, on est toujours prêt à tout. Alors après, moi, par exemple, dans les établissements que je dirige, quand il y a un incident, par exemple, quand un détenu monte un grillage et qu'on repère une faille de sécurité, on fait une opération de sécurisation derrière. Mais tous les établissements sont différents et évidemment, les besoins sont différents. Enfin, quand vous voyez ça, quand vous voyez cette prison où on peut s'évader en réalité en passant par la porte des
des gardiens qui restent ouvertes. Vous vous dites, mais il fallait sécuriser ça. Ça aurait dû être identifié depuis longtemps. La maison d'arrêt de Dijon, je la connais pas, mais il me semble effectivement c'est plus adapté aux petits profils. En fait, chaque prison est différente. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est quand on parle de prison, c'est un concept générique qui ne recouvre absolument pas une seule réalité. Il y a plein de réalités, plein de prisons différentes, plein de process de sécurité différentes. Quand vous parlez d'une maison centrale, par exemple, vous avez d'énormes dispositifs de sécurité parce qu'on y enferme les plus dangereux. La maison d'arrêt de Dijon, c'est pas le cas. Et il faut savoir qu'en règle de droit aujourd'hui, le détenu est incarcéré dans la prison du tribunal de son ressort. Donc en fait, le magistrat l'incarcère dans la prison d'à côté. Oui, alors vous dites qu'effectivement, ce sont des profils qui sont censés être plus légers. Là, on a quand même le cas contraire. On a justement, on va dire, un cas de personnes potentiellement dangereuses qui s'est évadée. Une personne aussi qui était poursuivie pour violence conjugale, si on a bien compris, en tout cas sur conjointe. On a des profils qui doivent être absolument maintenus en prison. Laisser cette possibilité, cette forme de porte ouverte, pour vous, il n'y a pas une forme de faille aujourd'hui dans cette prison-là? Alors moi, je n'ai pas du tout entendu que la porte était ouverte. On est sur un système de sécurité. Enfin, moi, je vois dans les établissements que j'ai dirigés, que ce soit Nice, qui date du 19e siècle, en 1887, les difficultés, les méthodes d'évasion n'étaient absolument pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc les architectures des prisons sont différentes. On sciait déjà ces barreaux probablement justement au 19e siècle et on s'échappait avec des draps. On est vraiment dans ce qu'on va appeler de l'évasion old school, justement. Alors vous savez que tous les jours, les surveillants passent pour faire un sondage des barreaux, pour vérifier l'intégrité des barreaux, ce qui a sans doute été fait. Donc il faut croire que les détenus passent leur temps à chercher des failles, les trouvent évidemment, essayent de contourner nos dispositifs. Et ça, je dirais que c'est pas terminé. Il y en aura d'autres, forcément. Alors évidemment, notre rôle, c'est éviter que ça se produise. On fait tout pour éviter ça. Mais le risque zéro en prison n'existera jamais. Ouais, tout a été fait, Romain Bernier, pour éviter ça justement. C'est l'impression que vous avez, vous ? Alors oui, tout a été fait. Le personnel travaille d'arrache-pied sur Dijon et ailleurs pour endiguer ces fléaux de trafic et d'objets qui passent. Mais on a l'impression que le match est un peu déséquilibré, puisque aujourd'hui, à 4000 vacances de poste au niveau national, vous avez des agents qui travaillent en sous-effectif dans des modes dégradés, avec des postes non couverts, qui accumulent des heures supplémentaires non payées, je le rappelle au passage, qui font la chasse aux drones en service de nuit, qui font la chasse au téléphone, qui font la chasse à la drogue. Et si vous voulez, le problème, en fait, c'est que c'est une course sans fin. Après, pour ce qui est des profils, je vais réagir à ce qui a été dit précédemment. La maison d'arrêt de Dijon, c'est pas forcément une maison d'arrêt qui est faite pour les petits profils. C'est surtout l'évolution de la société des publics qu'on prend en charge qui change, et notamment, par exemple, dans le bassin dijonnais, et notre incapacité à mettre à jour aussi les structures sur le plan sécuritaire. Quand vous parliez notamment des derniers quartiers de sécurité qui ont été faits, c'est notre organisation syndicale a dénoncé d'ailleurs le syndrome Q, le syndrome quartier. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut arrêter de faire des quartiers dans les établissements et faire de vrais établissements à part entière adaptés au profil. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que, en fait, on dissémine les profils ici et là. Et c'est ce qu'on a fait avec, par exemple, les terroristes islamistes ou d'autres. C'est qu'on préfère éclater les problèmes et en mettre un peu partout, plutôt que de vraiment d'investir dans des endroits adaptés avec les moyens adéquats. Et du coup, c'est le personnel qui en fait les frais tous les jours sur le terrain. Est-ce que c'est pas exactement ce qui est fait à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe, justement, de faire des prisons dédiées à ces profils ? Alors, on n'a pas fait une prison dédiée à ce profil, on a créé des quartiers, des QMCO. Ils n'ont pas de contact avec le reste de la prison. Ce que l'UFAP... Oui, mais c'est un quartier. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, là, on parle du crime organisé. Aujourd'hui, le crime organisé, ça peut être fléché du très haut du spectre à beaucoup plus bas, puisqu'aujourd'hui, en termes de criminalité, vous pouvez avoir des gens issus des banlieues qui vont devenir fléchés grand banditisme par rapport à l'argent qui va être généré par le trafic de drogue. Donc ça veut dire que vous avez une échelle tellement large qu'un QLC, un quartier, ça ne suffit pas. Oui. Vous prenez Vendin-le-Vieil, il y a un quartier crime organisé à l'intérieur de l'établissement. Romain Bernier, très rapidement, si vous le voulez bien, les drones, vous en voyez arriver combien ? Je ne sais pas, par jour, par semaine, parce que c'est l'autre problème, bien sûr, qui est identifié, ce nouveau problème, c'est que probablement ces lames qui ont permis de scier ces barreaux sont arrivées par drone. Les téléphones portables qui permettent de se coordonner le font aussi. Vous avez un chiffre à nous donner ?
Alors, j'ai pas de chiffres précis sur les drones, mais je peux vous dire par exemple qu'ici à Dijon, quasiment toutes les nuits, c'est un balai incessant. Mais par contre, je vais quand même je vais rajouter un point. Et je fais le pont avec ce que ma collègue directrice disait tout à l'heure. C'est que oui, alors les surveillants font leur travail, cherchent. Mais le boulot qu'ils font au quotidien a aussi besoin d'être appuyé par des lois derrière, des règles qui les soutiennent. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous confisquez ce genre d'objet à un détenu, vous n'avez pas forcément les moyens non plus de le dissuader, de le refaire. Parce qu'on n'a pas non plus les textes qui sont parallèles à la charge de travail. Voilà, on a vraiment besoin d'un organe législatif derrière qui nous aide et qui nous soutient sur le terrain. Merci beaucoup Romain Bernier. Florian Gérard Mercier, on a l'impression pourtant qu'on passe notre temps à annoncer des nouveaux plans. Alors le plan zéro portable de Gérald Darmanin, ensuite les fouilles intensives annoncées par le ministre de la Justice hier, fouilles XXL, avant-hier, pardonnez-moi. On a l'impression qu'on court sans cesse après le problème sans jamais réussir à le résoudre. Oui, parce qu'on paye quand même les pots cassés de plus de 10 ans aussi de politique pénale et carcérale très laxiste, qui a été d'ailleurs lancée par le garde des Sceaux, Madame Taubira, dès 2012. Donc c'est parce qu'il y a tout ce passif-là où justement on n'a pas investi dans les prisons, on a refusé d'en construire de nouvelles, on n'a pas soutenu les agents pénitentiaires, qu'aujourd'hui on est dans la situation actuelle également. Et puis il faut rappeler des chiffres simples, c'est que si on regarde la dépense pour le budget de la justice rapporté au nombre d'habitants, il est 2 fois inférieur en France à celui en Allemagne. Et il est même l'Italie et l'Espagne dépensent 50% plus que nous pour la justice, et donc incluant la pénitentiaire, que la France. Donc en fait, il y a très clairement un manque de moyens. Et Gérald Darmanin, en fait, se bat quand même avec un passif très lourd. Il fait ce qu'il peut avec les budgets contraints actuels. Mais au moins, il y a eu des progrès. Quand on voit que 80 000 portables ont été saisis cette année, alors qu'il y a 80 000 détenus, c'est qu'il y a eu quand même un travail qui a été fait et qu'on est sur une bonne voie qu'il faut poursuivre. Valérie Moussieff, est-ce que vous êtes de ceux qui disent regardez, on a quand même saisi des portables, on est sur la bonne voie, on avance avec les moyens qu'on a, ou est-ce que vous dites on part dans la mauvaise direction et on s'est peut-être trompé justement, déjà peut-être de diagnostic pour commencer? Le diagnostic, je crois qu'on le partage tous, c'est-à-dire, et effectivement, je témoigne de ça dans le livre, c'est-à-dire que tout rentre en prison, malheureusement. Les lames de scie, voilà, on en a eu, les portables, les couteaux céramiques, c'est extrêmement grave, mais je crois que ça, c'est le cas de tous les établissements pénitentiaires, et c'est extrêmement partagé comme diagnostic. Et le garde des Sceaux, finalement, a fait... Mais sur les raisons, sur les causes et sur les façons d'y remédier. Alors, par exemple, moi, sur BMAO, il y a 2 dispositifs qui sont... on vient de mettre un dispositif anti-drone extrêmement efficace qui empêche tout drone de survoler ou d'approcher la structure. Et ça marche très bien. Et on est en train de déployer un dispositif anti-projection de caillebotis déportés. Donc le détenu ne peut pas scier finalement. Il ne peut absolument pas se fournir ni par projection, ni par yoyotage. Et donc du coup, ça va vraiment beaucoup l'embêter pour s'approvisionner. On sait déjà qu'ils utiliseront des voies de contournement et on sait déjà qu'on sera en retard par rapport à ce qu'ils trouveront dans l'avenir. Mais moi, je crois qu'on est exactement dans la bonne voie et je suis contente en fait qu'il y ait une prise de conscience de cet état de fait parce que c'est un vrai danger pour les agents au quotidien. C'est un vrai danger pour les détenus aussi, à l'intérieur, qui peuvent se battre, qui peuvent continuer leur trafic. Donc finalement, il faut absolument lutter contre ces entrées dans les prisons et rendre les prisons étanches, bien sûr. Mais pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais les téléphones portables, on en prend. Il y en a d'autres qui rentrent et qui rentreront manifestement. On n'a pas encore trouvé la solution pour y mettre totalement un terme. Il y en a qui disent le problème c'est la surpopulation carcérale parce que et c'est ce que nous disait aussi ce syndicaliste, tant qu'on ne sera pas assez nombreux, ne serait-ce que pour faire ces fouilles dans les cellules, pour faire correctement notre travail, on ne pourra vraiment jamais endiguer le problème. Ça, vous le dites aussi, vous êtes confronté à ce problème de surpopulation carcérale en Guadeloupe? Alors la surpopulation carcérale, c'est vraiment, à mon sens, au cœur de nos difficultés actuelles, puisque évidemment tous nos moyens humains sont calibrés sur 100%. Moi, par exemple, au niveau du CP de BMAO, on a 240% au niveau du quartier maison d'arrêt, ce qui rend extrêmement difficile le travail des agents au quotidien qui accomplissent des miracles chaque jour. Parce que là, on parle d'une évasion. Mais combien d'évasions on a empêchées? On n'a pas de chiffres. Combien de violences on a pu empêcher, de suicides on a pu empêcher. Il faut voir à quel point les agents pénitentiaires sont mobilisés. Donc oui, bien sûr, la surpopulation, une cellule qui est occupée par plusieurs détenus, c'est une cocotte minute vraiment prête à exploser. Vous, par exemple, votre prison, un danger. C'est quoi le taux de surpopulation dans votre prison? 240% au quartier maison d'arrêt. 240%, alors, je ne parle pas de tous les quartiers, on parlait tout à l'heure de quartiers. Et vous me posez la question des obstacles. Il y a aussi la loi, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a 2 modes principaux d'entrée dans les prisons. Il y a les projections, on en parle ensemble aujourd'hui.
mais il y a les parloirs famille, parce qu'avant, on faisait des fouilles intégrales, totales des détenus. Maintenant, on ne les fait plus. Donc en fait, évidemment, nous on est des agents publics, on applique la loi, on est dans un état de droit, on est garant de l'application de la loi. Mais vous le regrettez? Et si vous voudriez que ça évolue? Mais vous voudriez que ça évolue? Vous voudriez que ça évolue cette loi justement? En tout cas, c'est au législateur de se prononcer. Moi, je suis ni ministre ni législateur, moi je suis autrice et directrice. Vous avez l'expérience et vous pouvez dire, voilà, ça doit évoluer parce qu'on ne peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui. En tout cas, il faut qu'on nous donne des moyens législatifs, des cadres pour assurer la sécurité de nos détentions. Ça, c'est certain. Et on appliquera et on évoluera dans le cadre qui nous est donné, parce que c'est important qu'on reste dans ce cadre. Oui. Une dernière question. Le directeur de l'établissement de Rennes a été limogé par Gérald Darmanin après une évasion. Ça, vous en prenez acte, mais est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ça vous fait peser une épée de Damoclès sur votre tête en tant que directrice de prison? Est-ce qu'il a été trop sévère? Est-ce qu'il a été trop loin? Alors, je vais peut-être vous répondre à 2 titres sur cette question. D'abord, en tant que directrice et autrice, évidemment, ça m'insécurise énormément parce que des décisions, on en prend tout le temps. Je le dis beaucoup dans mon témoignage. On décide de tout. Donc, si on commence à être responsable de décisions qu'on ne prend pas et simplement d'avis, c'est très embêtant. Ça sera certainement trop lourd à porter et on a absolument besoin du soutien de notre hiérarchie pour travailler dans les conditions actuelles qui sont très difficiles. Ça, c'est la première chose. Et en tant que syndicaliste national FO Direction, je dis qu'il y a un énorme mécontentement aujourd'hui des directeurs de prison qui nous ont saisis de toutes parts et qui se sentent effectivement très solidaires de cette situation, qui ne comprennent pas cette exigence et ce niveau d'exigence, alors même qu'aujourd'hui les prisons sont dans un état et demandent finalement tellement d'investissement, d'énergie au quotidien que le retour qui en est fait a été très choquant pour beaucoup. Allez, merci beaucoup à tous les trois. C'est l'heure du rappel des titres avec Séverine Larouille. On se retrouve dans quelques instants.